Les heures qui suivirent ne furent pas agréables. Elle avait beau pointer du doigt la fillette, personne ne voyait l'enfant, qui, elle, s'était mise dans un coin, la mine déconfite. De temps en temps, elle levait un regard plein d'espoir vers Faya, mais ne recevait qu'en échange insultes, cris et divers projectiles qui ne blessaient que son orgueil. Les jours et les semaines qui suivirent ne furent guère mieux. Ce fut le défilé de chamans, prêtres, guérisseurs, rebouteux et autres charlatans dans la ferme du berger. Ce fut aussi pour Faya, pour son plus grand malheur, de subir le défilé de leur traitement, allant du risiblement ridicule au terriblement malsain et dangereux. Elle dut entre autres subir d'être attachée à son lit la nuit dans un coin de l'étable, de prendre de multitudes de bains allant du plus glacé au plus brûlant, et de subir de douloureuses saignées qui lui causaient de grandes fatigues. Elle dut aussi ingurgiter nombre de décoctions, tous plus immondes les unes que les autres, qui lui causaient au mieux des nausées, au pire des étourdissements et parfois des pertes de conscience. Mais tout ceci ne fit pas disparaître l'hallucination. Pire encore, la petite fille observait tous ces événements avec d'abord curiosité, puis au fil des jours, avec consternation. Plusieurs fois, elle s'adressait à Faya, semblant lui déconseiller de prendre les remèdes, puis semblait triste quand elle constatait qu'on se passait de son avis, et désolée quand les séquelles du soin arrivaient par la suite. Les soins médicaux ne donnant aucun signe de rémission, vinrent les exorcistes et autres magiciens, amenant moult cérémonies louches et lugubres. Et moult augustes autoproclamés manquèrent de peu de perdre leur virilité des mains des hommes de la famille, en essayant par leurs pratiques bizarres et douteuses de porter atteinte à la vertu de la jeune fille. Il va sans dire que dans ce genre d'affaires, la réputation de Faya ainsi que les maigres ressources financières de la famille commencèrent à être en danger. Après de longues réflexions, Faya prit donc la décision de feindre la guérison. Cette pénible situation avait pour elle assez duré et commençait même à être dangereuse, car des mots terribles comme tonsure et trépanation commençaient à être murmurés. Elle dit donc qu'elle ne voyait plus la fillette bleue et qu'elle était guérie. Ses parents n'en crurent rien au début, mais n'en démordant pas, le temps fit le reste. Depuis, la fillette fit partie de sa vie. Elle l'accompagnait partout. Elle se montrait le plus souvent discrète, faisant sa propre vie ou furetant autour d'elle en forme de sphère étrange. Mais parfois, elle était bavarde comme une pie et essayait d'attirer son attention, lui montrant des plantes, des animaux ou des objets, ou dessinant dans l'air, à l'aide d'une petite balle tout aussi fantomatique qu'elle, des symboles sans queue ni tête. À ces moments-là, Faya l'ignorait royalement, et cela suffisait généralement à ce qu'elle finisse par se taire. Dans les rares cas de crise importante, où la fillette ne la laissait pas en paix, elle s'isolait dans la forêt ou dans un coin désert. Là, elle criait sur l'enfant, la maudissait et l'insultait. L'enfant n'avait pas l'air de comprendre sa langue, mais comprenant au moins sa colère, se transformait en petite boule et allait rouler hors de sa vue. Plus de temps passait, plus Faya ne comprenait pas sa curieuse maladie. Elle ne se voyait pas comme ayant un esprit fantasque. Alors pourquoi halluciner une petite fille? Pourquoi pas halluciner autre chose? Non, toujours la même petite fille, parlant toujours de la même manière. Est-ce la peur de devenir adulte? Le mystère restait entier. Les aboiements joyeux du chien la sortit de sa rêverie. Quelqu'un approchait de la bergerie.